RCN. Le son de la différence. Réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard. Et le grand David Richard, qui est là. Et en 2023, je vous l'ai dit la semaine dernière, ce coup-ci, on l'enferme dans les studios. Il ne fera plus faux bon. Il sera là. Et oui, chers auditeurs, quel bonheur pour cette deuxième émission de l'année 2023. On est là, encore meilleurs vœux, on peut encore le dire un petit peu quelques jours, donc on le redit. La semaine dernière, on avait fait une émission mixte, vie associative, réussite éducative. C'était génial. Qu'est-ce qu'on a pu rire et tout. C'était super. On a démarré sur les chapeaux de roue et tout. David était là, donc c'était vraiment super. Et du coup, vous retrouvez l'émission, bien entendu, en podcast. Et en plus, on l'avait filmé comme celle d'aujourd'hui. Donc YouTube, TikTok, RCN, etc., etc. On est donc reparti pour une nouvelle année. À 17h tous les mercredis et on alterne vie associative, réussite éducative, mais ça c'est en théorie, puisque bien entendu la semaine prochaine ça sera une vie associative et la semaine d'après aussi vie associative, donc c'est une alternance théorique, voilà. Mais en tout cas c'est un bonheur de vous retrouver, chers auditeurs, et de repartir sur cette thématique. Pas d'infos concernant la vie associative, c'est une tradition, mais la semaine dernière j'en ai beaucoup donné, vous retrouvez ça en podcast. C'était important parce que c'était le bilan de la campagne d'hiver de notre association, les Petites Grandes Âmes, et du coup de plein d'autres associations. Et puis la semaine prochaine, j'évoquerai le prochain spectacle de l'association qui aura lieu le 28 janvier dans la petite salle juste à côté de la basilique du Sacré-Cœur, rue de Laxou, grand spectacle de notre association. J'en reparlerai la semaine prochaine. Là, on va vraiment consacrer toute l'heure à la réussite éducative, parce que ce coup-ci, on le garde. Là, David, on va laisser parler toute l'heure. Et tu veux nous faire un petit teasing, ça va, David ? Ah oui, je vais pas parler toute l'heure, mais je vais bien faire un petit teasing, comme tu as dit dans l'émission précédente. Ah, peau de vache. Ah, j'y crois pas, le coup bas. Eh oui. Et t'as remarqué que c'est la première fois depuis des années qu'on fait de la radio ensemble, j'ai totalement arrêté de dire DRE de où. Comme ça, je me trompe plus. Mais comme ça, tu te trompes pas. Ouais. Et là, en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'aujourd'hui, c'est effectivement l'émission réussite éducative. Mais on va pas parler exactement de réussite éducative, puisque la réussite éducative mène à plein de rencontres. Et que, voilà, c'est de ça qu'on va parler aussi. Moi, je voulais juste faire une toute petite mini-actualité à propos du Collège La Fontaine, avec lequel on a démarré ce mois-ci, la semaine de la rentrée, la journée prolongée, dont on a déjà parlé. Donc, on a accueilli notre premier groupe de l'année, de 20 élèves de 6e, 5e. On a fait un démarrage qui était extrêmement chouette. Je suis content parce que ça fait je pense qu'on arrive à la forme la plus aboutie là, après des années de travail pour se rapprocher d'eux, et là on arrive vraiment à quelque chose de très bien. Je voulais remercier justement les gens qui ont été présents, qui sont déplacés, c'est-à-dire les collègues du DRE de Nancy qui étaient présents pour le lancement, le collègue en l'occurrence, donc Claudine et Véronique pour Nancy, Hassan pour le DRE de Laxou qui était présent aussi, et c'était parfait. La prévention spécialisée avec Jeunes et Cité, Martin et Anaïs, et puis la prévention du plateau, donc l'équipe publique qui était présent également, les parents qui se sont déplacés, il y avait plein de monde, c'était super bien. Les gamins, du coup, on a pu leur expliquer exactement comment ça va fonctionner, qu'est-ce qu'ils vont faire pendant tous les jeudis de période scolaire jusqu'au mois de juin. Donc on va beaucoup se voir, je crois qu'il y a 24 séances si je dis pas de bêtises. Contrairement aux années précédentes, on peut pas prendre le repas ensemble pour des questions légales qu'on va essayer de régler pour l'année prochaine pour pouvoir reprendre le repas, parce que le repas, c'est quand même vachement bien de le prendre ensemble avec les ados. Ça change. C'est familial, c'est humain. C'est ça. C'est important. Et ben ouais, c'est super important. Et alors attention, rapprochez-vous bien de vos micros, parce que sinon ça fait un bruit de fond. D'accord. Et je pense que t'as pas envie de n'être qu'un bruit de fond. Ah non. Je veux être entendu. Exactement. Donc voilà, l'importance du repas, on en reparlera l'année prochaine. Là, effectivement, on pouvait pas le faire. Bon, c'est comme ça. Donc voilà, je voulais dire qu'on avait relancé ça. Les jeunes sont enthousiastes. Ils vont avoir des activités culturelles. Donc merci aux intervenants, Christophe Roderman pour tout ce qui est culture, Stéphanie Cour pour la danse contemporaine. Moi, je suis heureux qu'on arrive à amener des 6e et des 5e à faire de la danse contemporaine, en particulier les garçons qui sont là. Danse contemporaine, je ne danse pas. Bah si, tu vas danser, puis ça va être très bien. Donc voilà, mais je sais que ça va bien se passer parce qu'elle l'avait déjà commencé l'année dernière, et les garçons qui rechignaient au bout de 2 séances étaient tout à fait ravis. Donc ça va être bien. La photo avec Victoria Mariès, qui est une nouvelle intervenante que moi je connais un petit peu d'avant et qui est une personne vraiment très bien. Voilà, première très bonne accroche avec les jeunes, donc parfait. Et puis j'oublie quelqu'un, et il ou elle m'en voudra. Qui j'oublie ? Photo, on a dit de la radio. Bah de la radio, mais oh mon Dieu,
J'oubliais justement Radio Caraïbes dans les murs. Alors là, c'est scandaleux. T'oublies Radio Caraïbes. J'oubliais Radio Caraïbes, Sympa. qui du coup va venir intervenir aussi pour nous faire de la radio. Le but, c'est que tous ces ateliers-là, même si c'est pas les mêmes gamins qui sont dans chaque atelier, ils puissent communiquer entre tous les ateliers. Parce que si on y réfléchit, danse contemporaine photo, ça marche. Culture, radio, ça marche. Du coup, radio, danse, ça marche. Donc voilà, on va essayer de faire un truc où tout le monde se parle. Donc voilà, je suis extrêmement ravi et je tiens à remercier, effectivement, et puis tous les personnels du collège là qui nous ont aidés. Et puis voilà, j'ai parlé des intervenants. Et comme les jeunes, c'est des nouveaux, je les connais, j'ai pas encore tous les prénoms par cœur, mais si je les avais tous, je dirais tous leurs prénoms et je leur dirais merci aussi. Voilà. Et ben voilà. Et deux choses, grâce à toi, j'avais été, tu te souviens, on avait été pour la radio à La Fontaine, pour la journée tout à prolongée. fait, ouais. C'était super, donc moi aussi je m'associe à toi pour dire que c'est vraiment utile, important et c'est vraiment... moi j'avais été très touché par les actions des intervenants, etc. Je pense que c'est effectivement très efficace. Et par rapport à ce que tu viens de dire, moi je salue Hassan et à travers lui, Jérôme, ton homologue Et de Jérôme, l'action, ouais. bien sûr, parce que j'avais longtemps fait de la radio avec Hassan, justement, avant de basculer, je sais pas si c'est bien ou pas, mais à tes côtés. Mais du coup, je le salue parce que c'est aussi bien tout ce qu'ils font avec les jeunes. Ah ouais, clairement. Voilà, c'est Clairement. vraiment super. C'est vraiment Non, puis important là, dans on les était, quartiers et tout. les 3 des rues du Ouais. plateau étaient présents, donc c'est génial. C'est exactement ça qu'il faut, quoi. Ouais. Donc voilà, parfait. Ah voilà, Parfait. bon démarrage. On a du monde autour de la table Oui. aujourd'hui. Je vais vous laisser vous présenter ou vous représenter pour les gens qui sont déjà venus en quelques mots pour garder le suspense pour la suite. On va commencer par l'ordre dans lequel vous allez intervenir. Donc on va commencer par... je te laisse... Merci David, merci Chamallow. Donc je suis Claire, je suis assistante maternelle à Maxéville et je viens pour la 2e chronique Petite enfance. Et cette chronique s'appellera Même pas peur. Merci bien. Nos 2 autres invités qui sont arrivés, merci, qui a eu une journée un peu compliquée et qui ont réussi à débarquer quand même et à être là. Les imprévus nous font pas peur. Voilà, et parfait. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors, Eh bien, voilà, bien Dawson bonsoir. et Preston. On est là pour discuter de la culture des Yéniches. Et puis- l'histoire aussi. Ok. Mais c'est une histoire, on va dire. La seule différence, c'est que la culture, c'est une partie chacun entre les Manouches, les Yéniches et les Sinti. On a même plusieurs autres groupes comme les Catalans, les Hongrois. Tout ça, c'est des cultures différentes. Mais la seule chose qu'on a en commun, c'est un mode de vie. On est des nomades. Et donc pour resituer de manière très générique pour les gens qui vont nous écouter, c'est aussi les communautés qu'on appelle les gens du voyage de manière extrêmement générique. Ah oui, c'est ça, Voilà. c'est les communautés Et donc- du genre du Et voyage. ce qui est super intéressant, c'est que pour le coup, c'est pas aussi simple que ça. Donc Ah bah non, Voilà. parce que même c'est au problème des définitions, parce que l'État nous définit comme une catégorie et il ne reconnaît pas notre mode de vie. Mm. C'est un vrai problème. eh ben, on va se garder ça pour tout à l'heure, on va pouvoir en reparler. Ouais. Et puis je pense qu'on va pouvoir lancer la 2e chronique. Alors la première chronique était vraiment vraiment chouette, donc du coup la barre est haute. Tu t'es mis toi-même la barre très haut. Tu me mets la pression là, David. Alors donc, même pas peur. Cicéron disait que le visage est le miroir de l'âme et les yeux en sont les interprètes. Savez-vous pourquoi ? Parce que chacun des moments que nous vivons est accompagné par des émotions. Et quel que soit l'âge, d'où que nous soyons, nos expressions faciales, les mimiques de notre visage aident l'autre à comprendre dans quel état émotionnel nous sommes. Et tenez-vous bien, nous sommes successivement animés par différentes émotions 90% du temps, du lever au coucher. Ces émotions ont bien sûr plus ou moins d'intensité. Mais vous allez me dire, qu'est-ce qu'une émotion ? L'émotion, c'est ton cerveau qui te dit réagis. Oui, c'est bien ça. C'est le cerveau qui envoie des informations au corps suite à des événements que l'on appelle stimuli. Alors oui, cela peut être agréable ou désagréable, mais toujours utile. Imaginons qu'un automobiliste klaxonne un piéton inattentif. La peur de ce même piéton va lui permettre de se rendre compte qu'il traverse au rouge, qu'il est en danger et donc de réagir. Voici donc la fonction de nos émotions. Elles entretiennent un dialogue entre notre corps, notre cerveau et notre environnement. Elles ont un rôle de protection, elles sont fondamentales à notre existence, à notre survie. Ce sont elles qui donnent un sens à tout ce que l'on vit et nous permettent de nous adapter au monde. Rien que ça. C'est donc une sacrée aventure pour le bébé, l'enfant, l'adolescent de partir à la découverte de ses propres émotions et de celles des autres. Et commençons par le commencement. Chaque situation que vit la mère est ressentie par le fœtus. L'état émotionnel de la mère a un impact sur le petit homme qui est en train de se construire.
Le chercheur en psychologie sociale Christophe Haag explique que les émotions de la maman imprègnent le petit être intra-utérin. On sait aujourd'hui que le stress de la maman accélère le rythme cardiaque de son petit locataire. Pas de panique. Évidemment, il faut faire la différence entre un stress ponctuel et une peur permanente. Alors, messieurs, ou vous qui entourez une femme enceinte, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Protégez-la, soutenez-la, et tant que vous y êtes, vous pouvez même aller lui acheter des fraises. Et lorsque l'enfant paraît, il arrive avec son kit de base, comme l'appelle Isabelle Roskam. Joie, tristesse, surprise, dégoût, peur ou colère, qui sont des émotions simples. Le nouveau-né traduit son inconfort par des pleurs. Progressivement, grâce à son observation et à son tâtonnement, l'adulte apprend à discerner les besoins de l'enfant en détresse. Le parent, l'éducateur, a donc un rôle de co-régulateur, ce qui signifie qu'il accompagne le nourrisson. Il le soutient lorsque surgissent des émotions fortes. L'adulte aide à réduire les émotions en temps et en intensité. Un câlin, un regard, des mots. N'hésitons pas à porter les enfants. Ils ont besoin du contact physique. Et plus la réponse, c'est-à-dire l'accueil de l'émotion, est rapide et adaptée, plus l'enfant augmente ses compétences émotionnelles. C'est toujours le rôle de l'adulte d'aider le bébé à comprendre ses émotions en lui nommant ce qu'il ressent. Par exemple, je crois ou je vois que tu es triste, que tu as peur. Et c'est ainsi que le petit va mettre un mot, une compréhension sur un ressenti. Il va aussi apprendre à s'apaiser par lui-même, avec son pouce, une tétine, un objet transitionnel. Oui, bon, ok, appelons-le doudou, nana ou même pampan. Puis, place à l'étape suivante, être capable d'exprimer ses émotions. Parce que raconter peut aider à prendre du recul. L'enfant avance en âge et en compétences. Il va lentement comprendre ses émotions et mettre des mots sur les mots. Il est aussi possible d'encourager l'expression des émotions et en demandant les ressentis. Dis-moi, Ella, comment te sens-tu lorsque ton frère prend tes jouets ? Et un garçon a le droit de pleurer. Une petite fille a le droit d'être en colère. Voici maintenant venu le temps où ce cher chérubin est capable de se mettre à la place de l'autre. Il devient empathique. Et pour faire un peu savant, cette capacité fait partie de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est primordial dans le développement de l'enfant. Vous pensez être tranquille après ça ? Parlez-en aux parents d'adolescents. Ils ont déjà certainement entendu leur teenager rétorquer « Oui, c'est parfois dur de devenir grand. Le cerveau immature des ados et les bouleversements hormonaux les mettent en proie à des réactions fortes et même à des prises de risques. Mais cette fois, ils vont aller chercher le réconfort, la régulation émotionnelle auprès du copain plutôt qu'auprès des parents. Eh oui, c'est comme ça. Mais attention, il peut être secret, dire qu'il va bien alors qu'il subit du harcèlement. C'est parfois dur d'être parent d'un ado aussi, parfois. Voici que l'âge adulte arrive. Bien évidemment, avoir des compétences émotionnelles ne signifie pas que l'on soit insensible, mais il s'agit là de pouvoir modérer les conséquences des émotions. Par exemple, être capable d'échanger calmement avec l'autre, même si les points de vue sont différents, et par conséquent, avoir des interactions sociales de qualité. Mais vous aussi, adultes, vous avez le droit d'être en colère, d'être énervé, d'être triste. Alors même pas peur. Non, n'ayons pas peur de montrer notre tristesse, notre joie, nos peurs. N'ayons pas peur d'exprimer nos émotions. N'ayons pas peur d'être ce que l'on est. N'ayons pas peur de la différence. Il revient à nous adultes, parents, professionnels, d'accompagner les petits êtres humains qui feront le monde de demain. Oui, aidons-les à devenir des hommes, des femmes responsables, altruistes et empathiques. Et pour cela, je continue à remplir les étagères de vos bibliothèques avec le livre « Les émotions de l'enfant » d'Isabelle Roskam, psychologue-chercheur, et pour nos petites têtes blondes, « La couleur des émotions » d'Ala Yenas. J'ai commencé en citant Cicéron, je finis en citant Necfeu. On est tous responsables, en partie, du monde que l'on bâtit, l'égoïsme et le manque d'empathie, tout le monde en pâtit. Merci Claire. Bah, tu vois, David te disait que tu avais mis la barre haute. Tu as été à la hauteur de la barre que tu avais effectivement placée haute. Mais bravo, c'est chouette. Merci beaucoup. Moi, je veux rajouter, donnons de l'amour aux enfants. Oui. Beaucoup de bonheur. En avant. Beaucoup de bonheur, ils en ont besoin. Non, puis sans faire exprès, dans ton texte, tu avais mis lorsque l'enfant paraît. Je sais pas si c'est fait exprès, mais je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est un hommage. Merci. Ah oui, David, tu n'y échapperas pas cette année encore. Hommage à Victor Hugo, donc. Ah oui, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Merci beaucoup, Claire. Je précise parce qu'on fait la blague souvent, mais on redit pas. Victor Hugo, c'est très très bien.
Ah oui, on est d'accord. Mais tu en parles tout le temps. Non, mais tout le temps. Et c'est pour ça que voilà. Ouais. Ah oui, c'était bien. Il voulait pas que ce soit mal interprété par les auditeurs. Clair. Ouais. Quel rayon qu'un regard d'enfant, saintes étoiles. Ça, c'est la citation de Victor Hugo qui était sur le faire-part de ma princesse. Elle a lu ça la dernière fois, elle m'a dit c'est moche. Donc voilà. Je sais pas du coup si on va donner de l'amour aux enfants. Sur un coup comme ça. Non mais merci Claire. Alors il y aurait effectivement beaucoup à dire, mais bon, on a tellement de choses à voir dans cette émission, on en reparlera parce que voilà, on aurait tous envie d'intervenir, puis ça me donne envie de replonger dans mes cours de Piaget, dans les textes d'Olto, etc., parce que c'est d'une grande richesse. Bravo pour tout ce que tu as fait là et voilà, ça va, je pense, en nous, on va poursuivre l'émission en réfléchissant à tout ça. Bravo. Ensuite, tout de suite, David, je sais que toi, tu es très organisé, structuré et tout, paf. Ah ouais, c'est ma principale caractéristique. Et ben en fait, on va pouvoir parler un petit peu de ce qui s'est passé pour que vous soyez là, tous les deux, Nelson et Preston. Il y a eu la mairie de Maxéville a organisé au mois de décembre une sortie dans le cadre du réseau d'écoute et d'appui aux parents. J'ai oublié une lettre. J'ai toujours un problème avec les acronymes. On a proposé à différentes familles de Maxéville Centre et de l'Air Manitas de pouvoir participer. Et effectivement, il y a plein de gens qui sont venus, de plein de tous les quartiers, Centre et Manitas en tout cas, mais de tous les quartiers du centre, on va dire. On est allé sur Metz, on a passé un après-midi plutôt sympathique, je pense on peut se dire ça. On a fait une visite du musée de la Cour d'Or, un petit goûter. C'était cool parce qu'on a fait un goûter, il y avait des... Ah non, c'était le repas le soir, mais je le dis quand même, c'était des bagels et il y avait un jeune qui avait quoi, 12 ans, 10 ans, qui a dit à sa mère, mais en fait, pourquoi on va au McDo ? Il était là, mais on revient ici la prochaine fois, au lieu d'aller au McDo, on vient ici. Donc lui, il voulait, au lieu d'aller au McDo sur le secteur ici, il voulait aller à chaque fois à Metz manger des bagels place de la République. C'était rigolo. J'ai trouvé ça sympa. Donc on lui a expliqué qu'il pouvait en trouver à Nancy, effectivement, et qu'il n'était pas obligé d'aller au McDo, effectivement. Mais voilà, il y a plein de petits trucs comme ça que j'ai trouvé très rigolo. On a fait la visite du sentier des lanternes. On en a pris plein les yeux. Moi, je connaissais pas non plus. C'était bien chouette. Et puis voilà, on s'est fait un petit repas et puis on est rentré. Donc comme des coqs en pâte, comme disait l'autre. Et pendant cette sortie, j'ai rencontré... j'ai failli inverser Nelson et Preston. Ouais. On a un petit peu discuté. J'ai trouvé que j'avais en face de moi des gens fort sympathiques. Et surtout, quand on est rentré, j'ai trouvé ça super chouette parce que dans le bus, on a commencé à parler, à discuter un petit peu. Alors moi, comme je me suis endormi, j'ai pas entendu le début. Mais j'ai entendu que vous discutiez avec les autres personnes qui étaient là, justement, de votre culture, de votre mode de vie, de votre histoire, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. D'où le fait de se dire... on va se retrouver à la radio et on va en parler. D'ailleurs, c'était intéressant d'autre part aussi parce que je me suis rendu compte qu'à un moment, il y avait d'autres personnes, des familles albanaises qui sont sur Maxéville, qui se sont mises à discuter avec des gens qui sont des voisins, en fait, et à se dire, en fait, on se connaît pas, non, parce que moi, avec les enfants, et puis je prends les cours de français et tout, j'ai pas trop le temps, etc. Ah, mais passez boire un café à l'occasion. Ah bah oui, comme ça, vous pourrez me raconter un peu plus votre... Parfait, moi, des sorties comme ça, j'en fais tous les jours. Enfin, j'aimerais en faire tous les jours. En fait, j'en fais pas tous les jours. Vive les rencontres. Vive les rencontres, exactement. Avant de vous donner la parole et de vous laisser un petit peu nous expliquer donc peut-être dans un premier temps ce que c'est que votre vie, ce que c'est que votre quotidien et surtout ce que c'est aussi que votre histoire familiale parce qu'on en a un petit peu parlé et j'ai trouvé ça passionnant et enfin voilà, il y a beaucoup de stéréotypes, de préjugés, de choses comme ça et entre autres j'ai l'impression qu'on vous donne pas d'histoire. Non. On est d'accord. Complètement oublié. Voilà. Et quand on commence à parler de votre histoire familiale, en fait, vous êtes toujours rattaché à tous les événements, comme tout le monde qui se sont produits autour de nous, et c'est extrêmement intéressant. Et puis dans un deuxième temps, on parlera peut-être aussi des différentes cultures qui composent ce que nous appelons de manière générique les gens du voyage. Je vous propose qu'on passe un petit morceau que vous m'avez recommandé. Comme on a pu le dire, ça a été fait... il y a une chute de micro, c'est des choses qui arrivent. Non, ça a été fait par Nino. Voilà. Ils sont arrivés sur la place. C'est un voyageur qui faisait des chansons avec peu de moyens à l'époque, dans les années 80, 90, 2000. Et, c'est des musiques qui sont toujours là comme des messages d'espoir, quoi. Des messages où on arrive sur les places, on parle aux gens, on vit notre vie. Et Nino, il dit bien, on n'est que des gens, on n'est pas des monstres, on n'est pas des sauvages, on est juste des gens, quoi. Ouais, j'ai écouté ce passage-là justement. Alors la qualité, effectivement, comme tu disais, elle est un petit peu juste au standard auquel on est habitué parce que ça a été fait de manière amatrice il y a déjà bien longtemps. Mais on va malgré tout l'écouter puisque je pense que c'est important et que c'est important pour vous. Donc c'est important pour nous. Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animée par Chamallow et David Richard.
Et nous voilà de retour, c'était vraiment une très très jolie pause musicale. Là, j'étais pris dedans, là, j'étais encore emporté sur les vagues de la musique, comme dirait Baudelaire. C'est très joli, voilà, chouette. C'était quelqu'un veut nous redonner un peu les infos sur la musique là? Non, il n'y a pas grand-chose à dire, à part que la personne qui l'a écrite, c'est un grand musicien, et puis il a une belle voix, et puis des grandes paroles pour les gens du voyage. Et j'aimerais bien qu'il y ait de grands musiciens qui puissent aussi sortir des grandes paroles pour les gens du voyage, et montrer à quel point nous aussi, on sait jouer de la musique et dire des choses intelligentes. On n'en doute pas. C'était Nino, hein. Pour redire le nom, c'était Nino. D'accord. Et on n'en doute pas, et d'ailleurs vous allez le démontrer, puisque je crois qu'on va se tourner vers vous. C'est ça, David, hein, t'es d'accord? Bah oui, moi j'aimerais bien effectivement que vous puissiez parler de votre vie et puis de la vie de votre famille aujourd'hui et par le passé. On peut commencer par les premières années, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale. Il y a eu ce qu'on appelle le tragique histoire des enfants de la route, les placements abusifs des enfants. Et en fait, c'est ce qui a mené une perte de la culture chez une partie des voyageurs qui se sont reconvertis par la suite. Et en fait, moi j'ai trouvé que les gens du voyage, après, ils ont été dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et entre 39-45, ils sont même restés encore 1 an de plus, ça a duré jusqu'en 1946. Et ils ont subi des tas de choses là-dedans. Et ils ont eu une haine contre l'État français, on va dire. Et tout ce qui s'apparentait à l'État français, tel que la langue, cette culture ou cette histoire. Parce que les gens du voyage, les nomades, ils sont fiers de leur culture. Notre culture, c'est ce qui va nous faire grandir, nous faire vivre. C'est ce qu'on a besoin pour se développer, on va dire. C'est notre culture, c'est ce qu'on a pour se développer chez nous. On n'a pas trop de connaissances intellectuelles que notre culture. Et j'y pense à ça parce qu'on l'avait évoqué, c'est à la fois le fait de se retrouver effectivement dans des camps et où l'État français portait une responsabilité. Alors que vos ancêtres ont été mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, comme tout le monde, ont servi sous les drapeaux comme tout le monde, avec même, si j'ai bien compris... Moi, j'ai un grand-père qui a abattu un avion en Italie, et il s'est retrouvé blessé par la suite, et il a disparu en Italie dans des hôpitaux pendant plus de 6 mois. Et après, on l'a retrouvé, et il a... même pas eu les honneurs, rien, quoi. Même pas une médaille, une pauvre petite médaille, il l'a même pas eu, lui. Quand on parle d'un grand-père, alors d'un arrière-grand-père. D'accord, ok. Et voilà, c'est intéressant de leur souligner, en fait, de le redire. Et c'est vrai pour plein de gens, en fait. Enfin, c'est déjà vrai pour beaucoup de gens qui étaient dans les, on va dire... des Français classiques, bon, je sais pas comment le dire, hein, mais voilà. Mais c'est vrai, du coup, il y a un film qui sort en ce moment. Bien sûr, j'allais y venir. D'accord. C'est vrai pour plein de monde, effectivement, il n'y a pas eu forcément de vraie reconnaissance, voire carrément l'inverse, suite aux participations aux différents conflits mondiaux, puisque ce n'est pas que la Première Guerre mondiale, c'est vrai aussi pour la Seconde. Oui, les deux. Oui. Même bien avant, il y a déjà eu des drames chez les gens du voyage, comme des mises à mort, tout ça, des enfants, on mettait 5 pièces d'or pour... 5 pièces pour les enfants et les femmes et 10 pièces pour les hommes parce qu'ils étaient plus durs à tuer, quoi. Et c'est comme ça. Et cette histoire de déplacement de 1910, c'est possible de développer un peu pour nous expliquer exactement de quoi il s'agit? En fait, c'était une initiative de l'État pour placer les enfants, pour les aider à s'insérer dans la société. Mais ce qui s'est passé réellement, c'est qu'on leur a mis une idéologie où on leur a transmis la haine de leur culture. On les a un peu essayé d'aller faire en sorte qu'ils renient cette culture nomade, ce mode de vie, cette identité, et pour se sédentariser, pour pouvoir nous attaquer par la suite avec des décrets administratifs et des définitions administratives inutiles telles que les gens du voyage, dont on nous a matraqué l'esprit et on n'arrive même plus à s'en enlever. Oui, parce qu'on utilise toujours le terme, finalement. Oui, on utilise toujours le terme, alors que c'est celui-là qui nous met dans une catégorie. On n'est pas une catégorie, on a un mode de vie, on est des gens, on est des êtres humains. C'est ça, c'est pas compris, c'est bizarre quand même. Et qu'est-ce qui fait que votre quotidien, pour le coup, va être différent ou similaire, du coup, finalement, à celui de tous les autres Français, ou non, d'ailleurs? Notre quotidien, il est presque similaire à quelques différences près. Le voyageur ne travaille pas toute une journée, mais il essaye de gagner juste ce qu'il lui faut pour manger, vivre et avoir une vie avec sa famille, épanouie avec ses amis, parce que
les valeurs du voyageur, c'est donner à sa famille, se sacrifier pour sa famille et donner à ses amis. Et voilà, c'est quelque chose qui est beau et qu'on n'a pas dans cette société individualiste. C'est intéressant parce que quand tu en parles, en fait, depuis le début, tu parles. C'est ça que je retrouve. Et faut m'arrêter si je me trompe, mais je trouve qu'il y a effectivement une vraie particularité et une très forte identité culturelle, et en même temps une vraie normalité et une vraie banalité finalement, où il n'y a rien d'exceptionnel, on allait dire. J'ai ma culture, je suis yéniche de culture, mais je vis en France, je suis un Français. J'ai des traits de caractère français, des traits de caractère lorrain même, parce que j'ai une culture un peu lorraine, j'aime la quiche. J'aime le pâté lorrain, la raclette, tout ça. Je suis un lorrain. Mais oui, tout à fait. Je dis, mon gros. Ah oui, ça d'accord. C'est ça qui est intéressant, justement. C'est ça qui est intéressant. Comment se passe justement cette vie de famille? Parce que alors c'est pareil, il y a plein d'images qui peuvent être véhiculées sur une vie de famille où tout le monde est dans une caravane, dans un machin, etc. Comment ça fonctionne? Je dis ça parce que moi j'ai constaté en voyant aussi comment ça fonctionne sur l'air, en tout cas à Maxéville, sur l'idée que tout simplement il y a des pièces séparées aussi par véhicule, des fonctions différentes qui sont les mêmes que celles d'un appartement finalement. Oui. En fait, les gens, on a fait notre, c'est des gens qui ont fait notre aire d'accueil, les aires d'accueil, sans nous demander notre avis à nous, sans venir voir les gens du voyage, les gens du voyage, et venir nous parler à nous et discuter comment on ferait pour faire une aire d'accueil, qu'est-ce qu'on voudrait mettre, qu'est-ce qu'on ne voudrait pas. Et ça, ces choses-là n'avaient pas été faites, ils ont pris notre avis sur nous, et maintenant, c'est quelques petites personnes, ils sont tout seuls avec des pouvoirs administratifs énormes et ils n'ont pas beaucoup de moyens, quoi. Il y a eu jusqu'en 2010, je crois, le carnet de circulation. 2012, je sais 2016. plus. 2016. C'était quoi cette histoire de carnet de circulation? Alors, c'est intéressant. Le carnet de circulation, c'est ce qui a permis par la suite l'internement dans les camps de concentration, parce que c'était pour, on va dire, montrer que les gens du voyage, ils étaient différents. Et on va dire, c'était en même temps pour les faire passer un peu pour des voleurs, tout ça, dans une image, parce que imaginez un gosse de 10 ans qu'on prend comme un grand bandit avec des photos, tout ça, qui doit signer tout ça tous les 15 jours, ou dit qu'il quitte un village ou une commune. C'est l'idée de toujours savoir où se trouve la personne, en fait. Oui, c'était ça, c'était pour nous tracer, en fait. C'était pour nous suivre. Et donc jusqu'en 2016. Jusqu'en 2016. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Ce qui a changé, c'est que les gens ont utilisé les réseaux sociaux pour prendre la parole, parler des voyageurs, et on s'est rendu compte qu'on a fait voir la vérité, quoi. Cette vérité qui était cachée aux yeux de tous. Alors on en avait parlé, je sais plus, en termes de procédure juridique, qu'est-ce qui avait été fait pour... termes de procédure juridique, pas grand-chose. On avait juste essayé de l'enlever dans les années 2000. Ça n'a pas marché, ils l'ont gardé. Après, ils ont réduit le temps, du coup, on n'était plus obligé de le signer tous les 15 jours, mais tous les 3 mois. Et c'est tout, en fait. Après, ils l'ont enlevé directement. Jusqu'à la disparition du carnet de circulation. Tu avais une question? Ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que vous vous êtes rencontrés, tous les deux, David, vous en avez un peu parlé. Mais alors moi, du coup, je vais poser des questions totalement de néophytes, de novices, etc. Et peut-être même un peu naïves, mais et je me pose une question, là, vous écoutant depuis tout à l'heure, je me dis, mais moi, je connais pas tout cet univers-là. Ou alors, encore une fois, de très loin, avec peut-être des clichés, des choses comme ça, voilà. Mais, parce que tu dis même, hey, gros et tout, là, tu dis la Lorraine, tout ça. Mais du coup, moi, je m'interroge, quelle est la fréquence de déplacement, de mobilité? Après, j'ai une autre question qui va se raccrocher à ça, mais déjà, pour définir vos villes, l'État nous essaye de nous la réduire au plus possible en nous organisant des places où on a moins de place, où c'est pas possible de faire des déplacements par faute de moyens, parce qu'on récolte avec des véhicules à consommation diesel, et du coup, il faut se déplacer, ça coûte cher. Ensuite, il faut payer la place, parce que les gens du voyage payent leur emplacement, ils payent l'électricité et le courant, ils payent tout, quoi. Ils payent l'endroit où ils restent, comme si que c'était un bien, quoi. Ça appartenait à tout le monde. Ça appartenait au type qui dit moi je sais ma terre, si tu veux ça m'appartient et tu payes, quoi. Parce que du coup, pour dire personne, gens de voyage, je prends l'expression parce que vous l'utilisez aussi, d'accord. Ça implique
quoi comme fréquence de déplacement et surtout de distance, etc. Ça dépend des moyens, ça dépend des moyens des gens, parce qu'il y a C'est des gens, ils n'ont intéressant, pas de moyens, ils n'ont pas de véhicule déjà pour aller travailler. Du coup, ils ne peuvent pas déjà travailler normalement ou se déplacer normalement. Ils sont obligés de demander à des gens de venir chercher leur caravane au bout d'un terme d'un temps, parce que c'est des gens, ils sont dans une grande précarité, ils sont sur des places pendant 2-3 mois. Et une fois que leur temps de 2-3 mois il est fini, on les prend, on les expulse comme des malpropres, quoi. Et on est obligé, heureusement que les gens du voyage encore se soutiennent, s'aident, ils se déplacent, tout ça. On se fait gagner un petit peu d'argent, on s'aide entre nous, quoi. Et est-ce que... d'accord. Du coup, j'ai plein de questions qui viennent parce que je me dis ça va être angoissant aussi, cette quête perpétuelle du coup de travail aussi. C'est ça, c'est une quête perpétuelle du travail qui est même... qui bouffe notre mode de vie. Elle nous détruit psychologiquement, mentalement, détruit nos familles. Si je peux dire quelque chose, c'est que ça range... de plus en plus l'intérieur du Yéniche, le travail. Car le fait de travailler, ça va lui apporter dans sa tête de se sentir bien, de faire un effort physique et une activité dans la journée. Mais le seul problème, c'est qu'il va en perdre la notion de vivre dans le vivant avec ceux qui sont à côté de lui. Voilà. En fait, les gens vont se concentrer que sur le travail, que sur l'argent. Ils vont perdre tout ce qui est autour. Ça, c'est un fléau. Moi, j'essaye de lutter contre ça. Moi, j'aimerais bien que les gens ils voient leur famille, leurs amis, qu'ils essayent de passer du beau temps. Ça se fait plus dans le sud. Mais malheureusement, nous, dans les régions de l'Est, tout ça, c'est nous les plus touchés par la consommation. Nous, où il y a plus de grandes places d'aires d'accueil des gens du voyage et les gens peuvent rester sur les places, c'est les gens qui vont travailler dur pour avoir des places, pour pouvoir aller au magasin. Et du coup, c'est des gens, ils sont victimes parce qu'ils se perdent dans le travail, ils perdent leur famille, tout ça. C'est intéressant. Moi, je trouve que c'est peut-être quelque chose qu'on pourra refaire, mais du coup, ce qui m'intéresserait, c'est de voir aussi les personnes qui sont justement, qui vont plus se sédentariser, qui vont être plus peut-être aussi dans la consommation, comment elles le vivent et comment elles en parlent aussi. Ça serait intéressant d'avoir ça. Ça serait intéressant même de pouvoir presque en discuter. D'avoir deux points de vue différents. Ouais, c'est ça. Moi, je suis toujours là-dedans. Du coup, moi, je reçois volontiers ce point de vue-là, et puis je me dis, il faudrait qu'on Moi, je suis d'accord pour que des gens du voyage se sédentarisent, chacun son choix. On est tous libres de décider. Mais que nous, on nous laisse notre moyen de se liberté. Les personnes qui souhaitent moins, qui ne souhaitent pas être là-dedans, puissent avoir les moyens de rester dans une autre pratique, en fait. Non, mais ce serait plus ne pas essayer à nous pousser à avoir l'idée de se sédentariser, d'acheter une maison, parce qu'on essaye de nous pousser à cette idée, mais plus nous laisser avoir le choix entre l'idée, on veut une maison, ou on veut voyager. On a le droit d'avoir le choix, quoi. D'accord, c'est une question de choix et puis de choix, de liberté, quoi. De liberté, oui. Je regarde un petit peu le temps qui passe. Je pense qu'on va passer on va aller sur une pause musicale qui va te faire du bien. Ah, merci. Il faut que j'enlève comme la semaine dernière les écouteurs avant que ça démarre. Non, là je fais pas d'ironie. Ah d'accord, c'est pas un piège, il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de piège, je pense qu'on peut enchaîner avec une petite pause. Jusqu'à 18h, réussite éducative sur RCN, animé par Chamallow et David Richard. Ah ouais, Chamallow qui a toujours son casque à fond les gamelles là. Ça m'a joué des tours la semaine dernière avec tes pauses musicales, tiens. C'était encore très très chouette, merci. Voilà, ça c'était bien. Mouloudji, tout, c'est bien, calme, impeccable. Et on enchaîne parce que je vous le dis, chers auditeurs, l'émission se prolonge pendant les pauses musicales. On a 10 000 questions, donc il faudra que vous reveniez. Posez un peu vos questions, on peut déjà y répondre. On peut tous y répondre. C'est ce qu'on se disait juste avant. Là, on parlait vous parliez effectivement de votre culture yéniche, donc ça veut dire que parmi les nomades, il y a différentes cultures. Et différentes communautés, même finalement. En fait. Il y en a plein, oui. Il y a même plusieurs communautés. Par exemple, il y a une communauté assez récente, c'est celle des Roms. Celle des Roms qui a été chassée à cause des crises économiques en Roumanie, il n'y a pas très longtemps que ça. Moins avant les années 2000. Quoi. Oui, c'est récent. Rien que là, effectivement, on n'est pas dans les mêmes pratiques, dans les mêmes langues aussi. Je pense dans les... Voilà, je vois pour avoir moi travaillé aussi avec des familles roms, je vois bien les différences qu'on peut faire, mais même du coup au sein... Alors, c'est pareil, ça c'est une vision sûrement un peu biaisée, mais pour vous, il y a effectivement la communauté yéniche, vous êtes des nomades ou de tradition nomade. Non, de tradition nomade. Et il y a qui d'autre alors? On a les yéniches. Il y a les Sinti, les Manouches, il y a les Catalans. Les Catalans, c'est des Manouches espagnols. Voilà, c'est intéressant parce que pour le coup, pour moi, les Catalans, c'est les gens qui vivent en Catalogne française ou espagnole. Et du coup, non, là, ça a une autre définition. Et puis même les groupes de yéniches, il y a plusieurs groupes de yéniches qui ont
pas une culture différente, mais un point de vue différent sur la façon dont on vit, quoi. Des petits traits de culture différents, des petites différences, parce qu'il y a là le yéniche suisse, le yéniche alsacien et le yéniche lorrain. Et il y a même plusieurs d'autres yéniches, parce que s'il est né en Picardie, c'est un yéniche picard, quoi. Alors ça, de base, moi je suis très, très fervent partisan de dire que les gens qui sont nés ou qui vivent à un endroit, ils font partie de cet endroit, hein, voilà. Même s'ils sont arrivés avant-hier, ils en font partie. Mais alors du coup, est-ce que c'est le simple fait de se dire je suis né en Picardie, donc je suis yéniche picard, ou est-ce que ça correspond vraiment à un groupe repéré à non, c'est que ça correspond. C'est plus comme ça, un petit truc pas idéologique, mais où on se rattache au pays où on est, avec les choses qu'on a, les plats qu'on a mangés, avec les gens qu'on a rencontrés. C'est juste ça, en fait. Eh ben, c'est ça. Donc on en revient bien à ce qu'on disait au début, et moi que je suis content d'entendre, c'est-à-dire que du coup il y a une vraie normalité et une vraie finalement appartenance à une forme de double culture finalement. Ah oui, on a à la fois cette culture nomade, qu'elle soit effective ou non, hein, dans les déplacements, et l'attachement à la culture finalement de la région, enfin du pays, même en l'occurrence de la région dans laquelle les personnes sont nées finalement. J'allais dire un peu comme tout le monde. Exactement. Aussi là-dessus. Tout le monde, en fait, on n'est pas si différents ça que les Français, hein. La seule chose qui change, c'est que nous, on n'a pas une grande bibliothèque. Nous, on regarde plus les étoiles, les arbres, un beau petit feu avec des amis, une bière, et là, on retrouve notre savoir, notre vie, le bonne humeur, la joie. Avec modération. Avec modération, bien sûr. Le feu. À cause de la sécheresse. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avant, les vieux d'avant, ils savaient ni lire ni écrire. Mais ils étaient quand même fort intelligents, mais pas une forte intelligence, on va dire, par l'esprit, mais plus envers son environnement et son humanité, d'arriver, c'est pas tout le monde qui pourra arriver et aller dans une ville à une autre sans savoir ni lire, ni écrire, ni rien faire, puis arriver à se créer un mode de vie tranquille. Tout en se baladant, en mangeant des petits fruits, aller pêcher, aller chasser, aller cueillir, tous des petits trucs comme ça, en voyage, on fait notre vie, on profite de la nature. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est quelque chose même que moi j'avais quand j'étais enfant, c'est quelque chose, mes plus beaux souvenirs, c'était qu'on allait dans les jardins, on allait chercher les noisettes, on allait chercher les noix, les mirabelles. Moi, je me rappelle avec mon grand-père, c'était les champignons. Ouais, les champignons aussi. Ah oui. Ah les champignons. Mais Claire. en fait, c'est une forme d'intelligence. Il y a plein de formes d'intelligence. Oui, c'est ça, celle que c'est vous une forme décrivez, c'est d'intelligence. l'intelligence naturaliste. C'est l'intelligence naturelle. Oui, oui. On n'a pas une intelligence de la mémoire, on a juste une intelligence naturelle, une intelligence du cœur. Les gens puis, partagent. L'intelligence n'est pas la culture. Non, c'est complètement différent. Et réciproquement. Alors ça peut se cumuler, très bien, parfait, super. Mais c'est loin d'être obligatoire, c'est pas forcément corrélé. C'est moche parce qu'il y a des gens, ils disent on est stupide parce qu'on n'arrive pas à utiliser des termes techniques ou avoir un gros vocabulaire. Ou utiliser les verbes. Ouais, ou utiliser un langage compliqué. Non, on peut. Moi, je connais des gens, ils parlent avec un langage très simple, mais ils peuvent vous expliquer des choses que vous ne trouverez jamais ailleurs. Et alors moi, je m'intéresse aussi à vous deux, là, en particulier, sur cette question-là, parce que moi, pour travailler, effectivement, sur des quartiers prioritaires, sur le plateau, sur le Champ-de-Bœuf, etc., je vois effectivement beaucoup de jeunes ados qui sont, pour tout plein de bonnes raisons, hein. Quelques mauvaises, mais surtout des très bonnes raisons, très éloignées de tout ce qui va être culture, ce qui va être musée, ce qui va être choses comme ça, c'est compliqué pour eux. Qu'est-ce qui fait que vous deux, parce que je vous ai vu au musée de la Cour d'Or, vous étiez, enfin j'ai bien vu que vous aviez un fond culturel assez important. En fait, nous, on adore la culture. Qu'est-ce qui fait que vous, particulièrement dans votre histoire, vous vous êtes retrouvé avec ce bagage-là? Ce bagage de culture, c'est ça. Moi, j'avais un père, il adorait regarder des documentaires anciens, et puis des documentaires, j'ai passé avec des livres, des conférences, des professeurs, puis plein de choses sur le net, tout ça. Je me suis documenté moi-même, j'ai fait des recherches en autodidacte, on va dire. Puis voilà quoi. Moi, mon environnement depuis petit m'emprisonnait. Du coup, un jour, j'ai bien décidé de me libérer. Puis j'ai commencé à grandir, m'expandre, comme on dit. Puis voilà. Ça fait ce que. On arrive ici quoi. Voilà. Oui. On est très très bien ici, hein, mais c'est pas le but ultime de la vie d'être dans ce studio. C'est un des buts ultimes, on est d'accord. Nous, on veut faire que les gens sortent, nous. Tout ça pour arriver à RCN, c'est beau quand même. Mais c'est intéressant parce que moi, je trouve que, moi, je pense à des jeunes avec lesquels je bosse et qui ont effectivement rien à voir avec les nomades finalement, mais qui finalement suivent exactement le même parcours. C'est-à-dire qu'il y en a certains, à un moment, ça accroche, soit parce qu'ils ont besoin effectivement de sortir un petit peu de leur environnement. Alors, je dirais familial, sans parler de culture, hein, mais
mais en tout cas familiale, ou parce qu'ils ont eu à un moment un truc qui a fonctionné, il y a un truc qui fait que... Ouais, c'est ça, on voit quelque chose, un déclic, un truc qui nous donne envie, qui peut apporter quelque chose, et puis on y va. Et est-ce que le fait de s'intéresser en fait justement à toutes ces choses-là, musées, les conférences, etc., finalement ça devient aussi pour vous des outils que vous pouvez réutiliser pour essayer de comprendre peut-être, de mieux comprendre votre propre histoire et votre propre parcours. Oui, des outils, il y en a plein. C'est juste à nous de les trouver, de les utiliser et de les transmettre. Moi, j'en ai appris, mais bon, j'en ai pas trop conscience. C'est juste, ils sont dans mon cerveau, dans ma petite tête, et du coup, ils m'aident très bien. Mais bon, si tout le monde aurait ces outils intellectuels pour pouvoir parler, communiquer, apprendre de son environnement, ces outils-là nous aideraient très bien. C'est intéressant parce que ça fait penser à ce que disait Claire juste avant sur le fait que les enfants vont apprendre leurs émotions parce qu'ils vont voir ce qui se passe autour d'eux, leur environnement va leur apprendre des choses. Finalement, on est dans le même. Là, nous, on a un environnement et la société de consommation est néfaste pour notre environnement. Elle nous enlève de notre intelligence naturelle et moi, je suis pas d'accord avec ça. Il y a un truc qui me touche, parce que moi, encore une fois, j'y connaissais rien. J'ai l'impression, et je trouve ça très poétique, très beau, j'ai l'impression que votre liberté sur le plan spatial, par définition, sur le plan spatial, engendre en tout cas une liberté à plein de niveaux que je trouve très très chouette. C'est par rapport à la consommation, vous parliez des promenades, l'essence, la nature, les enfants, tout ça. Et donc je ne m'étais jamais rendu compte à quel point une forme de liberté par rapport à l'ancrage spatial engendrait du coup une liberté par rapport au monde, par rapport à des tas de choses. Donc ça, je trouve ça très très beau. J'avais jamais fait le lien, et c'est en vous écoutant que je trouve qu'il y a cette libération de plein de choses qui nous enchaînent nous, et qui n'est pas que l'enchaînement spatial. Mais moi j'ai quand même une question en vous écoutant, parce que je suis très attaché, moi j'ai une vie par rapport à vous, et sur le plan qu'on évoque aujourd'hui, pas sur tous les plans, parce que je suis un peu original, mais sur le plan là je suis d'un conformisme effroyable. Mais... le conformiste nous tue aussi, on est victime du conformisme. Voilà. Mais du coup ça m'amène une question, si en vous écoutant, moi du coup étant comme ça, je suis très attaché à un lieu. David le sait, c'est le lieu qui les gère, j'espère qu'il le gère bien d'ailleurs, mais il le fait. Mais par rapport à mon quartier qui est le Champ-le-Bœuf, mais vraiment au sens très fort, c'est-à-dire que quand j'y vais, c'est comme ma terre, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ayant pleuré dans ce lieu-là, aimé, souffert, tout ça, et d'ailleurs quand je rencontre des gens qui n'y habitent plus comme moi, mais on se dit t'es aussi de là, et on a l'impression d'une reconnaissance, on est heureux de rencontrer quelqu'un qui a grandi aussi. Et du coup, mais vous, comme vous êtes en mobilité, j'allais dire permanente, encore une fois, la fréquence, vous l'avez dit tout à l'heure, ça dépend, etc. Mais oui, ça dépend. Ça dépend, bien sûr, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc, mais est-ce que vous avez quand même, par rapport à un lieu déterminé, de tous ceux que vous fréquentez dans ce grand cheminement, des préférences, mais pas au sens préférence, mais au sens même encore plus fort que ça, des attaches, finalement. Des attaches au sens fort. Ça, c'est simple parce que on est on essaye de simplifier, d'avoir une vie simple. Bien joué. Alors du coup, bravo. Alors du coup, pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on ne se prend pas la tête et on regarde juste où on passe les meilleurs moments. Et où on passe les meilleurs moments, c'est où on revient les plus souvent. Voilà, c'est aussi simple. Et alors c'est où Je suis curieux. Moi, c'est franchement, c'est en Alsace. J'ai passé de bons moments, de durs moments. Et franchement, c'est un lieu très vivant en Alsace. Et Preston ? Alors, moi, c'était aussi en Alsace avec 2 superbes amis. Bon, il y a eu des pleurs, des joies, tout ça. Bon, il faut tout. Parce que des bagarres, mais bon. On rejoint finalement ce que tu disais, Chamallow, juste avant. On retrouve ça aussi. Après, on a des... Je me dis qu'on peut être aussi attaché à un mode de vie ou à des idées où on parlait effectivement de liberté vis-à-vis de la nature, en particulier. Ça peut être ça aussi, le lieu. Finalement, le lieu, je me dis qu'il n'est pas forcément toujours... c'est pas un lieu là qu'on peut nommer. Alors moi, je suis hyper attaché à des lieux qu'on peut nommer, d'accord, mais je comprends qu'on peut aussi se dire qu'on est attaché finalement... que, je sais pas comment dire, que notre maison, ça peut être une idée. Ah non, par exemple, là, je vais vous donner, par exemple, chez nous, on donne pas les endroits où on va. Quand on se parle, on décrit ce qu'il y a autour, comment on y va, et c'est là que la personne va comprendre comment y aller. C'est parce qu'on va dire, on se transmet les informations de la route, tout ça, on est obligé de se transmettre des informations, du coup on a un langage adapté pour ça. Mais c'est super intéressant parce que ça veut dire qu'on en revient toujours à la façon dont on vit et que ce qui va dicter aussi quelque part nos émotions, c'est peut-être aussi souvent des trucs super pratiques.
C'est-à-dire que nous, on ne va pas se poser cette question de décrire la route. Oui. Là où c'est important, parce qu'il faut bien la décrire à un moment. Pour savoir pour où on trouver va. les lieux, pour trouver... Voilà. Et on parlait tout à l'heure du carburant, du diesel, c'est des choses qui coûtent cher. Et on voit que ça vient impacter aussi la capacité de mobilité. Ça nous tue dans notre mode de vie. Et on parlait des personnes âgées aussi, si je dis pas de bêtises. Quand les personnes âgées, c'est ceux qui en subissent le plus. Parce que imaginez-vous une personne âgée qui a déjà travaillé toute sa vie. Et puis, comme je disais à mon cousin avant de venir, les gens du voyage, ils vivent pas dans un milieu clos toute l'année. Nous, on est dans un milieu où on subit les conditions climatiques, le froid, tout ça, et ça attaque nos os, tout ça, nos articulations. Du coup, arrivé vieux, on peut plus travailler aussi dur que quand on faisait jeune. Mais nos anciens, ils le font quand même parce qu'ils ont du courage, parce qu'ils se battent. Ils veulent pas abandonner leur mode de vie, du coup, ils se battent. C'est pour ça que pour moi, c'est une famille de guerriers, quoi. On est tous des guerriers, on combat pour la vie, pour vivre. C'est un peuple nordique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je regarde le temps, il ne me reste plus beaucoup de temps. Du coup, moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que vous qui avez... alors, vous avez quel âge, si ce n'est pas indiscret, alors, comme l'autre? Moi, j'ai 18 ans. Ouais. Et moi, 20 ans. Alors, vous qui avez entre 18 et 20 ans, est-ce que vous voyez un écart? Est-ce qu'il y a des incompréhensions entre votre génération et justement celle, par exemple, de vos gros-parents? Alors, beaucoup. Et on a une minute, grosso modo. En fait, même plus on remonte loin, plus on est dans une incompréhension flagrante. En fait, parce que les gens, ils ont subi de dures épreuves dans leur vie et ils n'ont jamais eu aucun outil pour se rétablir psychologiquement. Du coup, ils ont toujours gardé ça sur eux et même ça s'est transmis en fils. Même moi, j'ai eu des trucs psychologiques qui datent de cette époque dont je me suis rendu compte il y a quelques années, quoi. Un an ou deux, donc pas plus. Alors, il y a sûrement plein de choses à dire. Je te redonne la parole, Chamallow, si tu veux, parce qu'il nous reste une quarantaine de secondes. Non, mais moi je suis impressionné là. Je pense qu'il va falloir qu'on poursuive cette émission-là parce qu'on a tous, je pense Claire aussi, on aurait plein de questions. Oui, j'ai plein de questions. C'est vrai. On aura je pense que les auditeurs aussi du coup. Ah bah nous on peut revenir comme vous voulez. Ça dérange pas. Non, c'est rigolo. Il faudra prolonger parce que je pense que les auditeurs aussi, à travers nos questions à nous, vont retrouver eux-mêmes leur propre interrogation. Parce que c'est vrai que c'est intéressant la question de David sur les générations. Parce que est-ce que du coup vous êtes en vous écoutant, en même temps, j'ai une réponse. Hein. Mais vous êtes porteur de ça. C'est-à-dire, vous ne sentez pas que la génération qui est la vôtre va freiner ce mode de vie, y mettre un terme et être capté. C'est la fin. Mais... On n'y sait pas, on essaye de faire pour que notre mode de vie perdure, juste. En tout cas, vous l'avez en vous, apparemment. Vous voulez qu'il perdure. On mourira. Nous, on est nés dans une caravane, on mourira dans une caravane. Moi, je préférerais mourir brûlé dans ma caravane que être enterré sous terre. Mais bon, on peut pas parce que sinon, après, c'est la famille qui prend. Sur ces paroles, sympa. Ouais. Bon, chers auditeurs, vous avez compris que là, on vient de poser les petits jalons, les petits cailloux blancs de futures émissions. Voilà. Merci beaucoup, David. Réussite éducative. Vous la retrouvez une semaine sur deux. Oui, allez-y. Avec les gitans qu'on brûlera dans leur caravane. Et puis moi, j'ai dit une pensée libérale pour les Yéniches. Chaque image en est une nouvelle. Impeccable. Et merci à Jean-Luc à la technique. Merci Claire, super chronique. Elle reviendra, c'est un fil rouge. Merci à David. La semaine prochaine, vie associative, puis réussite éducative. Et on enchaîne. On vous retrouvera bientôt. Merci à vous deux. Et merci Claire. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org